Au Nigeria, des djihadistes ont mené une attaque extrêmement violente contre le centre de coordination humanitaire géré par l'ONU dans le nord-est du Nigeria, près du Cameroun. En Côte d'Ivoire, les habitants du quartier populaire d'Adjoufo vident leurs maisons avant qu'elles ne soient rasées pour instaurer un périmètre de sécurité autour de l'aéroport après le décès d'un enfant le 8 janvier dernier. Quelques 5000 enseignants du secteur public du Malawi ont observé lundi un mouvement de débrayage pour exiger le paiement de leur salaire du mois de décembre dernier, a annoncé le syndicat. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Des djihadistes ont mené une attaque extrêmement violente contre le centre de coordination humanitaire géré par l'ONU dans le nord-est du Nigeria, près du Cameroun, une région en proie aux insurrections djihadistes de Boko Haram et de l'ISWAP. C'est bien sûr la branche ouest africaine du groupe État islamique selon l'ONU. Reportage. Des combattants islamistes sont arrivés samedi vers 20h à Ngala à bord de camions équipés de mitrailleuses lourdes et ont attaqué le centre de coordination humanitaire proche de camps de déplacés où 55 000 personnes ont trouvé refuge et dépendent de l'aide humanitaire. Les assaillants ont tiré avec des mitrailleuses et utilisé des lance-roquettes RPG. Les soldats qui protègent les lieux ont réussi à évacuer le personnel humanitaire vers leur base à proximité pendant que les combats se poursuivaient, a indiqué un employé humanitaire. Les djihadistes ont incendié des bâtiments et pillé de l'aide humanitaire, ont indiqué ces sources. Aucun membre du personnel humanitaire n'a été blessé. Un autre travailleur humanitaire a déclaré à l'agence France-Presse que les djihadistes avaient pillé des hangars, emportant avec eux la nourriture et des médicaments et incendié 5 véhicules. Une source militaire contactée par l'AFP a indiqué que les assaillants avaient été repoussés après de longs échanges. Nous avons perdu un soldat et tué 4 terroristes, un bilan qui n'a pas été confirmé ni par l'ONU ni par les autorités nigérianes. L'ISWAP, une faction djihadiste liée au groupe État islamique, a affirmé dans un message diffusé en ligne avoir attaqué des soldats dans la région samedi, mais elle n'a pas précisé avoir ciblé le centre d'aide humanitaire. Selon l'ONU, 12 humanitaires ont été tués dans le pays en 2019 et 2 sont toujours otages des djihadistes. Le camp de Ngala a été installé en janvier 2016 après le retour de milliers de réfugiés nigérians chassés du Cameroun. L'ancien ministre tunisien des Finances, Eliès Fakhfakh, a été désigné lundi soir pour être le chef du futur gouvernement par le président Kaïd Saïed. Ceci avec la difficile mission de constituer d'ici un mois une équipe susceptible de convaincre un parlement morcelé. Reportage. 3 mois et demi après les élections, il s'agit de la deuxième tentative pour former un gouvernement. Un premier, formé sous la houlette du parti d'inspiration islamiste Ennahda, a été nettement rejeté par les députés le 10 janvier. En cas de second échec, le pays s'acheminerait vers de nouvelles législatives, repoussant encore les réformes attendues pour relancer l'économie. Le président Saïed a chargé lundi Eliès Fakhfakh de former un gouvernement dans les plus brefs délais, a indiqué la présidence de la République dans un communiqué. Âgé de 47 ans, il a été nommé ministre du Tourisme fin 2011 avant de devenir en décembre 2012 ministre des Finances jusqu'en janvier 2014. Ingénieur et manager formé en France, il est rentré en Tunisie en 2006 après plusieurs années d'expatriation et il a dirigé le groupe automobile tunisien Cortel, devenu KVO. Il s'est engagé en politique après la révolution de 2011 auprès du Parti social-démocrate Etakatol, qui s'était allié à Ennahda au sein du cabinet de la Troïka jusqu'en 2014. Le gouvernement sortant, dirigé par le Premier ministre Youssef Chahed, en place depuis 2016, gère actuellement les affaires courantes.
Le candidat initialement désigné par Ennahda, Habib Djemli, avait échoué à rassembler suffisamment de partis pour former une coalition gouvernementale et avait fini par présenter un cabinet associant technocrates, politiques de second rang et hauts fonctionnaires. Le président congolais Félix Tshisekedi a menacé de virer des ministres, voire dissoudre l'Assemblée nationale, une menace qu'il entend mettre à exécution si ses partenaires de la coalition, fidèles à son prédécesseur Joseph Kabila, sapaient son pouvoir en République démocratique du Congo. Le Congolais m'a confié une mission et je dois rendre compte à ce peuple. Et celui qui ne va pas suivre mes instructions et qui s'attachera aux instructions de sa famille politique, il sera viré, a déclaré le chef de l'État dimanche devant la diaspora congolaise à Londres. Cet avertissement vise directement les ministres issus du Front commun pour le Congo FCC pro-Kabila, soit la majorité des 67 membres du gouvernement. Jusqu'à présent, je n'ai vu aucun ministre s'opposer à mes décisions. Mais certains ministres me disent qu'ils subissent des pressions, a-t-il ajouté dans un discours en lingala. Je ne peux pas dissoudre l'Assemblée nationale tant qu'il n'y a pas crise, a-t-il ajouté. Mais en cas d'obstruction, je serai contraint en fin de compte de prendre la décision de dissoudre l'Assemblée nationale. Le président a été investi il y a tout juste un an, le 24 janvier 2019, en présence de son prédécesseur Joseph Kabila, première transition pacifique du pouvoir au Congo. Kabila a gardé une vaste majorité au Parlement et à la tête de la plupart des 26 provinces. Les deux hommes gouvernent depuis en coalition sur la base de ces résultats officiels des élections du 30 décembre 2018. Ce scénario est contesté par l'autre candidat de l'opposition, Martin Fayoulou, qui revendique la victoire à l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. Il accuse Kabila et Tshisekedi d'avoir fabriqué les résultats avec la complicité de la Commission électorale et de la Cour constitutionnelle. Pour rappel, le président Félix Tshisekedi se trouve à Londres pour participer à un sommet sur l'investissement. Les habitants du quartier populaire d'Adjoufou en Côte d'Ivoire vident leurs maisons avant qu'elles ne soient rasées pour instaurer un périmètre de sécurité autour de l'aéroport d'Abidjan. C'est la conséquence de la découverte le 8 janvier dernier du corps d'un enfant dans le train d'atterrissage d'un avion à Roissy. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'enfant âgé de 14 ans a sans doute escaladé un mur de l'aéroport qui s'est accroché aux roues de l'avion juste avant le décollage d'un vol Abidjan-Paris. La semaine dernière, les autorités ont annoncé la création d'un périmètre de sécurité, une bande de 200 mètres tout autour de la clôture de l'aéroport. Le quartier d'Adjoufou, qui compte environ 25 000 habitants, va donc être partiellement détruit. Lundi, les habitants qui avaient déjà commencé le déménagement les jours précédents emportaient tout ce qu'ils pouvaient de leur maison. Arrachant portes, fenêtres et toits, le quartier semble avoir été dévasté par une tempête ou une explosion. On n'a qu'à partir où vous voulez que nous partons? Il y a des élèves ici, il y a des élèves qui sont classe des amis, il y a des élèves qui fréquentent. Vous allez casser là. Comment vous allez faire? Moi-même, je suis élève, je suis en classe des amis. Vous allez me déloger. Comment je vais faire pour étudier? Comment? Arrêtez ça, ayez pitié de nous. Regardez comment nous vivons. Il n'y a pas de maison. Et maintenant, quand tu vas de l'autre côté, comme tu sais qu'on nous casse, ils augmentent encore l'argent. Nous aussi, on n'a pas l'argent. 50 000, 80 000. Actuellement, 80 000, on va trouver ça où? Nos enfants même vont plus à l'école. La mort du jeune Laurent Batlemi Annick Guibaï, retrouvé le 8 janvier dans le train d'atterrissage d'un avion à Roissy, a ému tout le pays. Mais certains se sont aussi inquiétés des mesures de sécurité autour de l'aéroport dans un pays sous la menace djihadiste. La Côte d'Ivoire a été touchée par un attentat en mars 2016 qui a fait 19 morts dans la station balnéaire de Bassam, proche de l'aéroport. La scolarité, nous avons payé la... Quelques 5000 enseignants du secteur public du Malawi ont observé lundi un mouvement de grève pour exiger le paiement de leur salaire du mois de décembre, a annoncé leur syndicat. Quelques 80 000 enseignants travaillent dans les établissements publics du Malawi. Reportage. Ces enseignants se disent victimes d'un nouveau système de paiement des salaires mis en place par le gouvernement et qui exige désormais que des fonctionnaires présentent leur carte d'identité pour être payés
afin de débusquer les travailleurs fantômes. Selon le syndicat des enseignants du Malawi, la plupart de ceux qui n'ont pas été payés en décembre avaient pourtant bien présenté leur carte d'identité. Il y a eu des défaillances dans le système résultant dans le rejet des cartes, a affirmé à l'AFP Willy Malemba, président du syndicat. Des enseignants ont manifesté dans plusieurs villes du pays, dont Blantyre, pour exiger le paiement de leur salaire. Ils ont été rejoints par des élèves et d'autres enseignants qui ont été normalement payés. Un responsable du ministère de l'Éducation a affirmé que le règlement des salaires était en train d'être effectué pour ceux qui ne l'ont pas encore perçu. Quelques 80 000 enseignants travaillent dans les établissements publics du Malawi. Par ailleurs, des milliers de personnes défilent dans les rues de Lilongwe depuis quelques semaines pour dénoncer la tentative de corruption des juges de la Cour constitutionnelle qui doit rendre un arrêt très attendu sur les élections de 2019. Le secrétaire adjoint américain aux affaires africaines Tibor Nadi a rencontré le président centrafricain Faustin Archange Touadéra. C'était au cours de sa première visite à Bangui, la capitale de la République centrafricaine. Reportage. Le sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines a mis en garde les États qui tenteraient de déstabiliser l'élection présidentielle de 2020 en Centrafrique lors d'une conférence de presse organisée lundi à l'occasion de sa visite dans le pays. Je plaide pour que le processus soit transparent. Nous nous opposons à toute force qui tenterait de déstabiliser les élections et le pays. C'est la toute première fois que je viens à Bangui. Ce que nous demandons pour tous les pays, c'est de fonctionner de manière transparente, ouverte et non dans la clandestinité. Les États-Unis restent très activement engagés en Afrique, l'ensemble des États-Unis. C'est la première fois depuis la visite de l'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies en 2016 qu'un haut responsable américain se rend dans ce pays d'Afrique centrale classé parmi les plus pauvres au monde. Cette visite vient renforcer l'engagement des États-Unis à soutenir la paix et la stabilité en RCA à travers l'accord politique pour la paix et la réconciliation, avait indiqué l'ambassade américaine dans un communiqué publié le 15 janvier. Ce sera donc tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.